Bienvenue à tous et merci de nous rejoindre pour votre rendez-vous culturel. À l'affiche, une actrice française solaire et engagée. Elle a tourné avec les plus grands réalisateurs, Clapiche, Haneke, Berry, Gondry, Sissako. Aujourd'hui, elle fait entendre sa parole, ou plutôt son coup de gueule de comédienne, dans le livre témoignage « Noir n'est pas mon métier », paru aux éditions du Seuil. À ses côtés, 15 actrices dénoncent le racisme et les stéréotypes auxquels elles sont confrontées. Mon invitée, c'est Aïssa Maïga. Bonjour Aïssa Maïga. Bonjour. Alors ce livre, Noir n'est pas mon métier, est un plaidoyer contre le racisme latent dans l'industrie du cinéma. Il fallait éveiller les consciences. Oui, nous sommes 16 et nous avons rassemblé nos témoignages d'actrices. Ce sont des témoignages transgénérationnels. Nous sommes françaises, nous sommes actrices et il est bon de rappeler que notre couleur de peau ne doit pas engager des stéréotypes dans les fictions et le théâtre français. Alors dans votre témoignage notamment, vous racontez une histoire édifiante alors que vous jouez dans une comédie romantique avec un acteur connu du grand public. On vous enlève de l'affiche visant à faire la promotion du film. Pourquoi ? C'est une histoire qui s'est passée il y a une dizaine d'années et il y a 10 ans, c'était extrêmement rare qu'une actrice non blanche puisse accéder à un rôle de premier plan dans un film qui ne racontait pas quelque chose en relation avec la couleur de sa peau. Donc pour moi, c'était une victoire d'avoir décroché ce rôle, mais je savais, et je l'ai su intuitivement, que les producteurs, les distributeurs ont choisi de ne pas me mettre sur l'affiche parce qu'ils ont sans doute anticipé sur le désir ou la peur du public. Ils se sont dit que c'était mieux de garder uniquement le personnage principal, qui est un homme blanc. Et ça vous a profondément choqué, évidemment. Oui, ça m'a choqué. À l'époque, je n'étais pas du tout en mesure de faire changer les choses. Et puis, j'avais encore une fois le sentiment d'avoir eu déjà une victoire en ayant obtenu ce rôle. Et cet exemple-là, c'est un des exemples parmi d'autres qui sont dans le livre et qui sont vécus par des acteurs, des actrices qui ne sont pas blancs dans un pays comme la France, qui est très métissé, mais dans lequel le cinéma et le théâtre ont du mal à absorber en fait ce métissage et en faire quelque chose d'artistique, fort et moderne. Alors regardons ces images ensemble, revoyons-les ces images. Montée des marches symboliques au Festival de Cannes. À vos côtés, 15 actrices françaises noires et métisses dénoncent le racisme, les stéréotypes et le manque de diversité. Comment l'avez-vous vécu d'abord ce moment et est-ce que ce dialogue est lancé avec ceux qui font le cinéma ? C'était un moment assez incroyable parce que ce projet de livre nous a vraiment réunis à créer une forme de solidarité très forte et qui, je crois, va être durable. Et c'était le résultat de longs mois de travail pour rendre possible à la fois la sortie du livre avant Cannes et puis rendre possible notre venue sur le tapis rouge pour rappeler que nous sommes comédiennes, interpeller la presse française et puis la presse étrangère. De ce point de vue-là, ça a été un succès total. Ce livre, c'est aussi une main tendue vers le métier et c'est aujourd'hui que vont commencer des moments de dialogue qui, je l'espère, vont être fertiles avec les gens qui font le cinéma, le théâtre, les gens qui sont des cinéastes, des directeurs et directrices de casting, des scénaristes, pour essayer de faire bouger les choses et surtout de créer une ouverture pour que le cinéma et le théâtre soient vraiment le reflet de la société française de 2018. À quel moment avoir la peau noire est devenu pour vous un obstacle ? Alors, avant l'âge de 20 ans, c'était une donnée. Surtout, j'étais pas que noire, j'étais africaine, en l'occurrence malienne, sénégalaise, avec des langues, des cultures relatives à ça. Et quand j'ai eu 20, 21 ans et que j'ai dû commencer à travailler, à chercher un appartement, c'est là, en fait, que je me suis rendu compte que ça allait être vraiment très compliqué, notamment dans le cinéma, où c'était vraiment extrêmement difficile d'aller à des castings pour des rôles, entre guillemets, normaux. Et très souvent, j'étais confrontée à des histoires, à des castings dans lesquels les rôles des femmes noires étaient vraiment dégradants, vraiment stéréotypés, vraiment très clichés. Et je me suis toujours refusée à ça, autant que j'ai pu. C'est le cas aussi des 15 autres comédiennes avec lesquelles on a fait ce livre. Et aujourd'hui, pour moi, il n'était plus question de prendre des positions individuelles. Ça, je l'ai fait. D'autres l'ont fait avant moi ou ces dernières années. Et les choses ne bougeaient pas. Et c'est aussi pour ça qu'on a voulu se réunir, pour avoir une parole commune, pour être plus forte, pour être entendue.
Alors je me suis posé la question justement, d'où vient cette capacité à vous révolter? Je vous propose d'écouter un des premiers réalisateurs avec qui vous avez travaillé. Il s'agit de Denis Amar, c'était pour le film Sarah Cabot. Il nous donne son point de vue sur cette question-là. Écoutez-le. C'est une femme qui a une mentalité politique, profondément. Elle a envie de se battre politiquement au sens large, hein. C'est pas parti contre parti, etc. etc. Son père, qui était, je crois, si mes souvenirs sont bons, un grand journaliste qui a été assassiné, lui a laissé une espèce de sensation de révolte. Et donc là, par exemple, quand elle a commencé ce livre « Noir n'est pas un métier », ça fait partie de sa scandalisation. Ce qui me touche dans ce qu'il dit, c'est évidemment le fait qu'il parle de mon père, qui était journaliste, Mohamed Maïga, et qui a été un des constructeurs, un des bâtisseurs de la révolution burkinabé aux côtés de Thomas Sankara. Alors le livre dénonce aussi un racisme à connotation sexiste, du fait des clichés liés au corps de la femme, gazelle, femme sauvage, la panthère, voilà. La lionne. Il y a beaucoup d'exemples dans le livre, du fait de l'histoire coloniale aussi, des rôles pour femmes en boubou, des rôles de prostituées. Comment en sortir, Aïssa Maïga, de cette situation? Par des quotas éventuellement, par un travail des scénaristes, par une sensibilisation des directeurs de casting? Est-ce que vous avez des lignes directrices? C'est un travail global. Je voulais juste rebondir sur l'idée des femmes en boubou, des prostituées. Ce qu'on réclame, ce n'est pas d'avoir des rôles totalement policés, uniquement de médecins, même si c'est important qu'on ait accès à tout type de rôle. Je pense que des rôles de femmes africaines en boubou peuvent être des rôles magnifiques. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, la plupart du temps, ils sont traités de façon extrêmement stéréotypée et réductrice. Et je pense que pour en sortir, il faut d'abord établir le dialogue, en parler ensemble, et puis penser à des mesures concrètes, qui peuvent être les quotas, qui peuvent être des mesures financières incitatives pour des projets qui parlent de la diversité ou qui ont des castings avec de la diversité. Et ce sont aussi peut-être des mesures qu'on ne connaît pas encore, qu'il va falloir inventer, des mesures à la française, s'inspirer peut-être des exemples américains, canadiens, anglais, dans les pays dans lesquels la diversité est une chose très importante, comme c'est le cas en France. Et moi, je suis très, très optimiste et surtout combative. Ce qui est intéressant dans ce métier, c'est que les frontières peuvent s'ouvrir quasiment à l'infini. Le cinéma est un poids lourd de l'économie. Nollywood représente près de 2% du PIB du pays et plus de 300 000 emplois directs. C'est en 2009 que le cinéma nigérian a dépassé Hollywood en nombre de productions. La qualité n'est pas toujours au rendez-vous, mais la quantité est bien là. Apportée par les films à petit budget, tournés par des passionnés qui rêvent de se retrouver tout en haut de l'affiche. Dans la banlieue de Lagos, Ahmed Araga a transformé sa maison en studio de tournage. Il est producteur. Enfin, pas seulement, pour mener à bien son projet, il exerce plusieurs métiers. Je suis douanier à l'aéroport de Lagos. Et comme vous pouvez le voir, j'élève des poulets chez moi. Et pour être sincère, ce sont les poulets qui rapportent le plus. Le cinéma, pour l'instant, c'est un hobby. Alright, action. This particular movie I'm about to put together now, from the location. Sur ce film en particulier, entre le décor, le tournage, le montage, les frais de distribution, ça va me coûter à peu près 1 million de naira. Mais c'est parce que je veux le meilleur. Because we want the best. Ahmed conçoit le cinéma comme une affaire de famille. Pour réaliser son film, il a fait appel à son neveu Steve. The story is about a young d'une jeune fille qui attrape le sida. positive. We are doing our On s'efforce de faire passer le message au public qu'il faut avoir des rapports sexuels protégés. Safe sex. Acteurs et techniciens sont pour la plupart bénévoles. Ils ne toucheront de l'argent de la production que si Ahmed rentre dans ses frais. Mais ici, tous ont l'espoir de percer un jour dans ce métier. C'est un rêve pour une grande partie de la jeunesse de travailler pour Nollywood. Ce n'est pas facile de trouver du travail au Nigeria. Beaucoup de jeunes diplômés sont au chômage. Vous verrez des avocats, des médecins, des ingénieurs devenir acteurs et faire carrière dans l'industrie du cinéma. C'est ce genre de film à petit budget qui représente l'essentiel de la production de Nollywood. 2 semaines de tournage,
2 semaines de montage en moyenne et une équipe technique qui sera payée, mais à condition que le film se vende. Au marché Idumota, Ahmed, casquette vissée sur la tête, vient retrouver son distributeur, Solar Aweley. Ce quartier de Lagos, c'est en quelque sorte le poumon économique de Nollywood. C'est ici que le film d'Ahmed va être dupliqué avant d'être distribué dans tout le pays. We market like 40 or 50 or 55. Chaque mois, je distribue en moyenne près de 55 films différents. So if you are going to calculate 20,000 copies times 55, le prix de vente d'un DVD, c'est like 100 naira. Et sachant que nous gagnons 20 naira par film, ça vous donne une idée de nos profits qui sont plutôt bons. By 20 naira, we are making things on. À Nollywood, le système fonctionne comme cela. C'est le producteur qui prend tous les risques. Si le film d'Ahmed ne se vend pas, il en sera pour sa poche. En revanche, pour le distributeur, Solar Aweley, les bénéfices sont confortables. Plus de 50 millions de francs CFA par mois. Sa marge, il la réalise sur le volume de films distribués, quelle que soit la qualité. Mais aujourd'hui, la toute-puissance des distributeurs est dangereusement menacée. Le problème que rencontre l'industrie du cinéma, c'est le piratage. Ça limite nos ventes, ça limite notre activité. Certains de nos membres ont même dû déposer le bilan. Pour les distributeurs, la vente d'un film est une course contre la montre. Ils ont moins de 2 semaines avant l'arrivée des copies illégales. C'est un paradoxe. Le piratage vidéo est devenu pour eux un fléau, alors que c'est lui qui a donné naissance à cette industrie. Un secteur en évolution permanente qui se professionnalise, à l'image du réalisateur Obi Emeloni, la star montante du cinéma nigérian. Nollywood, ce n'est plus tourner avec des caméras amateurs et raconter des histoires simplistes. Nous, la nouvelle génération, nous voulons passer au niveau supérieur, un peu plus international, un peu plus global. Il faut être local pour être global, des tournages au Nigeria, mais un contenu universel. Et ça marche. Son dernier film, Last Flight to Abuja, a battu l'an dernier le record du box-office nigérian avec 300 000 $ de revenus. Un film d'action, une icône africaine, Omotola en actrice principale. La recette est classique, mais redoutablement efficace. Pour le réalisateur, ce succès, c'est aussi parce que Nollywood a une place particulière dans la société nigériane. Nollywood emploie plus de monde que le gouvernement au Nigeria, et cela donne aux gens de l'espoir. Et à tous ceux qui n'ont pas de travail, qui ne savent pas quoi faire, cela donne un sens à leur vie. C'est la beauté de Nollywood. On ne fait pas que du divertissement, on donne aussi un gagne-pain. En se professionnalisant, le cinéma nigérian attire également de plus en plus de techniciens étrangers. Comme le directeur photo de ce film, l'anglais Kenrich Wesley, quelque peu surpris par les méthodes de travail locales. C'est un travail très difficile. Parce qu'en Afrique, la notion du temps est quelque peu différente de celle dont j'ai l'habitude. Il n'est pas rare que les gens arrivent avec 3 ou 4 heures de retard. Alors il faut avoir une attitude plutôt relaxe. On m'a dit, si tu peux faire un film à Nollywood, tu peux en faire n'importe où. Pour financer son film, Obi Emeloni n'est pas passé par le réseau classique des DVD, mais par une distribution sur Internet. Aujourd'hui, s'il est en costume 3 pièces, c'est pour rencontrer son producteur, Jason Joku, PDG fondateur d'Iroko TV, le plus grand distributeur de films nigérians au monde. Iroko TV possède un catalogue de près de 6000 films qu'il offre en diffusion payante via Internet, ce qui lui donne une audience planétaire. Avant le lancement d'Iroko TV, il y avait un vide. On ne savait pas comment monétiser les spectateurs potentiels en Inde, aux États-Unis, en France, à la Jamaïque. On apporte une réponse à ceux qui veulent regarder Nollywood partout dans le monde. Mais le marché le plus important pour le patron d'Iroko TV, c'est l'Afrique, avec le développement des smartphones qui lui offrent un potentiel de croissance considérable. Il y a 900 millions d'habitants en Afrique subsaharienne et 400 millions de smartphones qui pourront accéder à Iroko TV. C'est la plus incroyable plateforme de distribution jamais créée pour Nollywood.
Le développement de cette industrie ne laisse pas indifférentes les banques qui ont décidé de se lancer à leur tour dans le financement du cinéma nigérian. Ainsi, Yewande Sadiku de la banque d'affaires Stanbic a réussi à boucler le budget de Half of Yellow Sun, le film le plus cher jamais produit à Hollywood, montant 9 millions de dollars. Ça a été la levée de fonds la plus difficile de ma carrière. Les investisseurs étaient une combinaison d'institutionnels et de particuliers, et la plupart n'avaient jamais investi dans le cinéma auparavant. Mon rêve, c'est de réussir à convaincre les investisseurs de financer un projet artistique non pas pour le soutenir, mais parce qu'ils vont considérer qu'il est rentable commercialement. Aujourd'hui, les projets de ce type se multiplient. Des productions de qualité aux standards internationaux, comme le film October One de Kunle Afolayan. Le réalisateur s'est rendu au dernier festival de Cannes, où il a présenté son long métrage à la quinzaine des réalisateurs. Pour lui, c'est un premier pas vers une reconnaissance internationale. Cannes, c'est l'endroit où vous avez tous les agents et les distributeurs du monde entier. Et ils vont voir votre film, et si ça leur plaît, ils peuvent le distribuer partout dans le monde, comme n'importe quel autre film. C'est la principale aspiration des jeunes réalisateurs. Ils cherchent à se normaliser et à se débarrasser de l'image négative du cinéma nigérian, champion de la production de masse à petit budget. Et c'est avec ces réalisations de qualité que l'audience de Nollywood pourrait prochainement dépasser les frontières du seul continent africain.